Ces dernières années, on a beaucoup parlé, je pense, plutôt des aspects négatifs de la publicité lumineuse, sous l'angle, soit d'une nuisance visuelle, soit carrément d'une pollution. Ce qu'on peut rappeler, et je pense que vous le ferez, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, même en France. Il a été une période, où, la publicité lumineuse était perçue finalement comme l'image d'une modernité, un signe de modernité. Je crois que vous aviez aussi proposé comme sujet, comme intitulé, «Pourquoi Times Square n'est pas à Paris?» Voilà, donc histoire de souligner un peu que, au cours de l'histoire, même si, la France a été en pointe, justement dans cette publicité lumineuse au début du XXe siècle, il y a eu des trajectoires différentes. Voilà, donc je pense qu'on pourra, évoquer tout cela, sachant qu'on aura aussi quelques instants après votre conférence pour poser des questions, prendre des questions des personnes qui sont connectées en ligne. Voilà, donc je voulais encore vous remercier de participer à cette conférence et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier déjà de votre invitation et d'avoir trouvé une solution pour, déplacer les problèmes de réunion, voilà, en passant par la visioconférence. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont des travaux issus de ma thèse, qui étaient à l'origine sur 3 villes, mais là, pour la démonstration, je trouvais plus utile de m'intéresser à Paris et New York. Et comme vous l'avez, noté, a priori, on a l'impression que c'est un objet assez étroit, très, très limité. C'est le cas généralement en histoire, mais plus généralement. Et en fait, en creusant ce sujet, on se rend compte qu'on croise pas mal de thématiques et que c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. C'est pas un objet quelconque, puisque ça croise l'histoire des sciences. Par exemple, l'invention des tubes au néon, eh ben, c'est une vraie innovation. Voilà. Ou quand les premières publicités lumineuses font leur apparition, c'est avec des lampes à incandescence qui ont à peine 10 ans d'existence. Elles ont été inventées par Edison en 1881. Les premières publicités lumineuses électriques, c'est en 1892. Donc on est vraiment sur des choses très très nouvelles. Ça touche beaucoup à la géographie et à l'urbanisme, on en parlera pas mal aujourd'hui. L'architecture, bon, un petit peu moins, mais vous allez voir très vite, on va en parler. Tout ce qui est lié aux ambiances lumineuses aussi, et puis aux différences entre le jour, la nuit, les éléments, les trous d'obscurité par rapport à des zones plus éclairées, ce genre de choses. Comme j'étudie les marques, et souvent des marques internationales, bah, c'est aussi une histoire de la mondialisation, mine de rien, par ce biais-là. En m'intéressant aux entreprises qui font de la publicité lumineuse, je fais aussi une histoire des entreprises. Donc ça aussi, une histoire économique peut-être plus classique. J'étudie aussi les transferts culturels. On reproche beaucoup actuellement ou depuis quelque temps de la publicité d'être importée des États-Unis. Ben, en fait, pas tellement. Mon histoire sur plus d'un siècle montre qu'il y a eu des échanges respectifs entre les deux. Je reviendrai dessus, mais par exemple, le néon et les tubes au néon se développent d'abord en France avant d'être exportés aux États-Unis. Donc, c'est pas du tout un truc typiquement américain. L'histoire de l'art aussi, alors dont je parlerai quasiment pas, mais ici, par exemple, je vous ai mis un photographe, un rayogramme, pardon, de Man Ray, qui avait été commandité par EDF, enfin, l'ancêtre d'EDF, pour être précise, justement pour mettre en valeur les nouvelles utilisations de l'électricité. Ce rayogramme, il concerne ici Paris. Bref, donc ça pour vous dire que oui, c'est une petite entrée, mais qu'il y a une ouverture sur pas mal de choses. Et du coup, ça sera peut-être pas un sujet aussi étrange qu'il n'y paraît au premier abord. Voilà, ça c'est pour vous rassurer, parce que je comprends que le sujet au début peut sembler un petit peu étrange. Alors pourquoi Paris, pourquoi New York? Parce qu'a priori, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a deux modèles très différents et même quasiment opposés. Alors mon objectif d'aujourd'hui, hein, pour la présentation, c'est vous dire que c'est pas opposé. Mais n'empêche qu'a priori, on en a l'impression. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous définisse ce que moi j'appelle publicité lumineuse, parce qu'autrement, on ne va pas du tout s'entendre. La publicité lumineuse, en tout cas pour Paris ici, ça ressemble à des enseignes, mais ce ne sont pas des enseignes. La différence entre enseigne et publicité, c'est quand le bâtiment qui reçoit l'enseigne a ou n'a pas l'activité liée à l'enseigne. Alors dit autrement, si vous avez une enseigne Carrefour et dans le magasin, enfin, et dans le bâtiment un magasin Carrefour, c'est une enseigne. Si vous avez une enseigne Carrefour
et un bâtiment qui n'a rien à voir avec la marque Carrefour, eh ben, c'est une publicité. La différence, elle est hyper importante parce que la réglementation n'est pas la même, elle est beaucoup plus libre en ce qui concerne les enseignes. Les entreprises qui s'en chargent ne sont pas les mêmes et visuellement, quand on est un petit peu observateur, on observe qu'il y a une petite différence. Sur la photographie que vous voyez à gauche, vous voyez en dessous de Bosch ou de Firestone un petit bitonio bleu ou rouge. Dans le métier, c'est ce qu'on appelle un buto. Et ce buto, c'est la signature de l'entreprise qui a conçu la publicité ou conçu l'enseigne. Et ça, on ne l'a pas pour une enseigne normale. C'est vraiment spécifique de la publicité lumineuse. Donc voilà. De même, les affiches éclairées ne font pas partie de la publicité lumineuse. Les trucs rétroéclairés, quels qu'ils soient, les bâches et ainsi de suite non plus. C'est vraiment des dispositifs conçus d'emblée pour être lumineux. Du coup, c'est assez limité. Donc, ça rend mon sujet encore plus étroit qu'il ne pouvait sembler l'être au début. Et donc, pour Paris, ça ressemble vaguement à ça. Et quand on regarde, actuellement, c'est surtout situé le long du boulevard périphérique, c'est-à-dire en périphérie de la ville et pas du tout en centre-ville. Je vais revenir sur ces questions de localisation, mais n'empêche qu'actuellement, c'est plutôt en périphérie. Comme le suggèrent les phares des voitures, on voit, on est dans une logique de flux. Alors, je suis bien d'accord que le boulevard périphérique est réputé pour ses bouchons, mais on peut imaginer que quand la nuit tombe, ça circule un petit peu mieux. Donc voilà, plutôt logique de flux. De toute manière, on n'emprunte pas le boulevard périphérique pour se promener. C'est un lieu de passage, comme peut l'être le métro, qui est aussi un lieu où il y a de la publicité, et ce, dès le début. Vous remarquerez que visuellement, ces publicités sont toujours sous forme de lettres découpées. Alors, c'est réglementaire, ce n'est pas un manque d'imagination des publicitaires français. Mais bon, voilà, on reviendra un petit peu sur ça à la fin. Elles sont toutes localisées en toiture. Et elles sont fortement dépréciées. Tout à l'heure, vous parliez de pollution, de nuisance. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la vision qu'on a de la publicité lumineuse aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y avait que moi qui faisais le tour du boulevard périphérique pour les voir. Ce n'est pas un lieu de tourisme. Voilà, les gens qui l'empruntent, même s'il y a des bouchons, ce n'est pas pour les voir, voilà, c'est pour d'autres raisons. Il y a des déplacements plutôt qu'à leur simple observation. Maintenant, si on va du côté new-yorkais, et ben là, ça semble totalement différent. Ça ne ressemble plus, on n'a même pas l'impression que c'est la même chose. Déjà, parce que en termes de localisation, la publicité lumineuse, elle est au centre du centre. En gros, aujourd'hui, elle est localisée quasiment exclusivement à Times Square, c'est-à-dire au centre de Manhattan, Manhattan étant lui-même au centre de New York. Donc, c'est vraiment le cœur de la ville, alors que Paris, je vous ai dit, plutôt périphérie. Ensuite, au lieu d'être dans une logique de flux, donc de simple déplacement, on est davantage dans une logique de polarisation. Tout à l'heure, je vous montrerai un plan. Normalement, c'est un plan hippodamier qu'on a dans les villes américaines, sauf qu'à New York, il y a une voie qui traverse New York, qui est Broadway. Et du coup, au lieu d'avoir simplement 2 voies qui se croisent, on en a 6. Et donc ça change tout. Donc on a des piétons, on a des automobiles et tout ce qui relève de l'automobile. Et puis on a aussi le métro, c'est un des principaux nœuds du métro de la ville. C'est la station la plus importante. Donc vraiment une logique de polarisation qu'on n'a pas dans le cas parisien. Visuellement, pareil, ça ne se ressemble pas. Beaucoup d'écrans et des écrans situés en façade. Donc, pas du tout, là encore, une localisation qui ressemble à ce qu'on a au niveau de l'architecture, qui ressemble à ce qu'on a du côté parisien. Et puis, contrairement à ce qu'on a à Paris, cette publicité, alors elle est valorisée. Ce que j'appelle valorisée ici, c'est qu'il y a un tourisme publicitaire qui existe. En fait, si vous prenez n'importe quel guide touristique, dans les 10 trucs à faire incontournables de New York, il y a se promener à Times Square de nuit. Voilà. Ça fait toujours partie des grandes suggestions. Et je dirais même qu'elle est protégée, mais là encore, je vous en parlerai un peu plus loin, mais la publicité lumineuse de Times Square a un statut particulier. Donc, 2 choses totalement différentes aujourd'hui, et ça semble presque difficile de faire une comparaison. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on revient aux origines de la publicité lumineuse, en réalité, c'était quasiment pareil dans les 2 villes. En fait, la comparaison, elle marche très bien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là, il y a une trajectoire divergente qui se met en place et qui donne finalement comme résultat ce que je viens de vous expliquer. Donc, cette histoire chronologique que je vais vous présenter aujourd'hui, à travers un différent plan, un plan que je vais vous détailler.
Alors, pour commencer, donc la publicité lumineuse, elle se développe à la fin du 19e siècle dans un contexte qui est à peu près similaire à la fois à New York et à la fois à Paris. J'entends par là qu'on a des villes avec un essor démographique important, ce sont parmi les plus grandes villes du monde. Elles ont un grand rayonnement culturel, intellectuel. L'une est une capitale politique, économique aussi pour la France. L'autre, c'est aussi une capitale économique et financière, avec le monde des finances qui se développe beaucoup à New York. Donc vraiment deux villes très très importantes, même si bon, le terme de capitale, peut-être qu'on peut plus le discuter pour New York, mais il y a vraiment une forte similitude. Et dans ces deux villes, depuis le XVIIIe siècle, eh bien, on a l'éclairage public qui se développe, donc d'abord à l'huile, puis au gaz, et puis fin 19e, un petit peu d'électricité. Et en même temps que cet éclairage public se développe, eh bien, il y a une culture vespérale qui se développe en parallèle, c'est-à-dire que les élites commencent à fréquenter les restaurants, les théâtres, l'opéra, dans des quartiers qui sont assez bien identifiés. Pour New York, c'est pas mal du côté Broadway, qui est le quartier des théâtres. Pour Paris, on est pas mal du côté des grands boulevards. Là, le tableau que je vous ai mis en arrière-plan, alors je sais qu'il n'est pas très très visible, mais tout à fait à droite, vous avez un théâtre. Vous remarquerez qu'il y a un globe électrique qui est présent. Je pense que vous voyez ma souris, mais là, on a encore des lanternes. Et puis, à l'arrière-plan, ici, il y avait également, tout à gauche, une colonne Maurice, et elle aussi, elle était illuminée. Et donc, cette cible plutôt élégante qui fréquente ces lieux, c'est une cible aisée. Et donc, c'est assez intéressant pour les publicitaires. Le problème, c'est qu'à la nuit tombée, la publicité qui se développe, la publicité extérieure, donc des affiches, comme Jules Chéret ici pour les Folies Bergères, les peintures murales aussi, tout ça n'est plus visible parce que l'éclairage public est insuffisant. Et donc, les publicitaires se rendent compte que là, il manque quelque chose et qu'il faut trouver un moyen d'attirer l'attention de ces différentes personnes. Alors, je ne sais pas d'où vient l'initiative de la publicité lumineuse, si c'est l'annonceur ou le publicitaire, mais le fait est qu'en 1892, à New York, on a un annonceur qui est le directeur d'une voie de chemin de fer, d'un train qui s'appelle le Long Island Railway, qui contacte un publicitaire local. Ce publicitaire local, il s'appelle O.J. Good, donc il a une petite agence et il ne se distingue pas particulièrement. Et il lui explique qu'il faudrait mettre en place une publicité pour inciter les New-Yorkais à se rendre à Long Island en empruntant son chemin de fer. Et donc, voilà. Et donc, plutôt qu'installer une publicité traditionnelle, donc soit sous forme d'affiche, soit sous forme de peinture, O.J. Good installe un dispositif lumineux que vous voyez juste ici, là à droite. On est situé ici à Madison Square, donc pas encore à Times Square, sur un hôtel qui a disparu. C'était le Cumberland Hotel. Pour ceux qui connaissent New York, c'est le Flatiron Building actuellement qui est à cet emplacement. Donc, on reste encore dans des emplacements assez centraux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, cette publicité, elle détaille tout ce qu'on peut trouver si jamais on prend le train, tous les plaisirs qu'on peut trouver si on prend le train pour se rendre à Long Island, donc des hôtels, des feux d'artifice, etc. Et O.J. Good a l'idée non seulement donc de illuminer avec des ampoules chacun de ces messages lumineux, mais surtout de louer les services d'un étudiant, un étudiant en médecine, pour illuminer une partie de la nuit en appuyant sur un interrupteur chacune de ces lettres. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que normalement, quand vous voyez une affiche, vous la voyez dans son intégralité. Bon, et bien là, à la nuit tombée, si vous voulez voir l'intégralité de la publicité, il faut attendre. Il faut attendre que chacune des lumières s'allume. Et donc, les gens s'arrêtent pour observer cette publicité. Et ça crée une sorte de dramaturgie un petit peu. Il y a du suspense, en fait, en regardant cette publicité. Publicité qui a un immense succès. Tellement grand succès que ça crée des embouteillages et que les annonceurs se précipitent pour tenter de récupérer l'emplacement dès qu'il est vacant. Et puis ensuite, assez rapidement aussi, O.J. Good décide de développer ce système dans d'autres places de New York, parmi lesquelles, bien sûr, Times Square.
Et donc, la première publicité lumineuse de Times Square, j'y viens enfin, c'est 1904, c'est 12 ans après la première publicité lumineuse. Mais entre-temps, Paris a déjà reçu la sienne, je vais y revenir. Alors, Times Square, je vous ai montré un plan ici à gauche. Donc, vous voyez ces fameuses 6 voies qui convergent vers Times Square et du coup, la place a une forme un peu étrange en forme de nœud papillon. Donc, parfois, dans la littérature, voilà, quand on parle du nœud papillon, en fait, on est en train de parler de cette forme un petit peu étrange vers laquelle convergent ces 6 voies. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, la carte postale que je vous ai mise à droite montre que c'est déjà un espace où il y a déjà pas mal de publicité, qui est même saturé de publicité extérieure, plutôt sous forme d'affiches. On a des bâtiments relativement bas. Et comme c'est une place assez vaste, ça en fait vraiment un lieu très pratique pour y installer de la publicité. Donc 1904, première publicité. En l'occurrence, c'est pour un whisky, je crois, le whisky Trimble. L'alcool est très, très, très utilisé en matière de publicité lumineuse. Alors à Paris, bah, c'est un peu la même histoire, et pas tout à fait en même temps. Ce qui se passe, c'est qu'on a un annonceur américain que vous devez connaître, qui est Kodak, donc le marchand d'appareils photo, qui est détenu par George Eastman. Et George Eastman a lancé une campagne publicitaire mondiale. Donc, il a installé un premier dispositif de publicité lumineuse à New York. Il en a installé un à Londres et il aimerait bien en installer un à Paris, mais il ne sait pas à qui s'adresser. Et plutôt que de s'adresser à un publicitaire, comme c'était le cas à New York, là, il va plutôt s'adresser à des marchands de matériel électrique, donc des gens qui n'ont rien à voir avec le métier de la publicité. Je vous ai mis un tout petit extrait de catalogue. Ce sont les établissements donc Paz et Silva, donc je vais beaucoup vous reparler par la suite. Vous voyez, ils vendent à la fois une sorte de bougeoir, mais en fait qui est électrique, même si ça ressemble à un bougeoir traditionnel. Ils vendent des radiateurs, ils vendent également des sèche-cheveux, également des ampoules, et c'est la raison pour laquelle on les contacte. Mais donc, rien à voir avec la publicité a priori. Et Paz et Silva sont assez emballés par l'idée, et donc ils décident de se lancer dans cette nouvelle activité, et ils installent en 1899 la première publicité électrique de Paris. Et on est place de l'Opéra, c'est-à-dire un endroit un peu chic, comme peut l'être Broadway à la même époque, fréquenté également par l'élite parisienne. Parce qu'à l'époque, la publicité lumineuse, c'est chic, même si ça peut vous surprendre aujourd'hui. Alors, c'est chic parce que l'électricité, c'est encore rare, on la trouve peu dans les foyers, un petit peu dans la rue, mais pas tellement plus, ça coûte plutôt cher. Et donc, il faut avoir les moyens, en fait, pour avoir recours à ce type de publicité. Sur la carte postale que je vous ai mise de la place de l'Opéra, mais en 1910, alors, c'est la carte la plus ancienne que j'ai pu trouver. Alors, logiquement, elle est centrée sur la place de l'Opéra. Hein. C'est une carte postale, ça n'a rien pour vous étonner ici. Mais si vous êtes observateur, sur les balcons qui sont juste là, vous devez voir marquer une marque. Alors, il faut un peu plisser les yeux, c'est compliqué. En fait, c'est une publicité pour Magie, la compagnie laitière Magie. Tout à l'heure, je vous montrerai une autre vue de cette place 3 ans plus tard, mais prise de nuit. Et cette fois par des publicitaires, et vous verrez que là, ça ressort beaucoup plus. Mais tout ça pour vous dire que ça apparaît déjà, en fait, dès 1910, largement sur les balcons. Donc, 1899, on a la première publicité, et très rapidement, cette publicité, comme à New York, elle commence à s'étendre. Et les grands boulevards sont situés à proximité, en fait, de la place de l'Opéra, et donc, c'est un déversement assez naturel. Du coup, 2 ans plus tard, dans le journal qui porte le nom Le Journal, on peut lire « Tout le monde connaît ces immenses signes électriques multicolores placés sur les toits de nos boulevards. » Signes électriques, c'est le nom anglo-saxon de la publicité lumineuse à cette époque-là, qui ne s'appelle pas publicité lumineuse, mais qu'on appelle electric signs. D'accord? Donc là, il y a quand même un peu d'influence anglo-saxonne, plus londonienne en réalité qu'américaine, parce que c'est le modèle le plus proche. Il y a quand même une petite influence qui se fait sentir ici. Et donc, la particularité déjà qu'on peut voir avec cette citation, c'est qu'autant place de l'Opéra, on a des dispositifs assez petits dans les couleurs un peu blancs, autant sur les grands boulevards,
il est question ici de multicolores, donc des lumières assez importantes, ce qui fait que dans toute la littérature, les journaux, jusqu'à l'entre-deux-guerres, pour parler de publicité lumineuse, c'est le terme de féerie qui ressort très largement, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le mot nuisance hein, quand on en parle. Ça pour vous dire que les imaginaires autour de la publicité lumineuse ont très largement évolué au fil du temps et en gros en l'espace de quelques décennies. Alors, qui sont ces premiers annonceurs? Il y a deux catégories principales. La première catégorie, c'est la catégorie des gros annonceurs de publicité extérieure, typiquement le savon Cadom. Donc, ça veut dire qu'en fait, Cadom, avant, faisait déjà pas mal de publicité, notamment sous forme d'affiches. Et du coup, cette marque décide d'investir à son tour dans la publicité lumineuse. Puis l'autre, deuxième grosse catégorie, ce sont des marques nationales ou internationales, mais plutôt liées au domaine du luxe. Donc les montres Longines ou pas mal d'alcool. L'alcool, ça fait partie des gros annonceurs qu'on peut trouver. Donc là, on est sur le carrefour Richelieu-Drouot, encore un des espaces hein, qui concentre pas mal de publicité, entre autres parce que c'est un carrefour un peu plus important que deux voies simples hein, qui pourraient se croiser. C'est un peu la même logique du côté américain. Je vous ai mis plusieurs exemples ici de types d'annonceurs. Sur celle de gauche, des corsets, je ne connais pas, je ne peux pas trop vous en parler, mais à l'arrière-plan, il est question de pneus. L'automobile, c'est encore assez rare à l'époque, ça coûte très cher. 1909, la Forte, c'est 1908, hein, donc on est vraiment avant la démocratisation de l'automobile. Donc même si aujourd'hui, c'est pas très classe, des pneus, à l'époque, ça l'est. Carola, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Dans l'autre publicité, celle de 1915, White Rock, c'est une eau minérale. Là encore, ça peut sembler pas grand-chose, mais on est dans le domaine plutôt du luxe. Et vous remarquez qu'à l'arrière-plan, il y a de l'alcool, la bénédictine, et c'est une marque française. Ce qui veut dire qu'on a à la fois des annonceurs français qui vont aux États-Unis et puis des annonceurs américains, comme Kodak, qui s'installent aussi en France. Donc, on est dans un système à la fois des marques nationales et des marques internationales, que ce soit dans une ville ou dans l'autre. Je vous ai dit, c'est vraiment très similaire. On retrouve également la même similarité en termes d'éclatement au niveau de la localisation. Je vous ai déjà cité pour New York Madison Square, c'est la première publicité lumineuse, Times Square en 1904. Broadway s'étend plus largement, il y a aussi Columbus Circle et Red Square. En gros, il y a vraiment pas mal d'espaces comme ça qui concentrent de la publicité. Il n'y a pas de logique, la seule logique, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde et il faut que ce soit visible. Voilà. Mais à part ça, on est toujours dans le centre de la ville et il n'y a pas forcément de lieu privilégié encore à ce moment-là. Pour les marques, là, je vous en ai mis d'autres. Vous voyez que l'alcool domine, hein, le whisky Trimble, la bière Budweiser, les cigarettes aussi, Fatima. On a encore des pneus. Donc voilà, on retrouve toujours un peu ce même type d'annonceur. Côté parisien, c'est pareil. Encore pas mal de différents lieux pour accueillir la publicité. Alors d'abord, on a la place de l'Opéra, qui est l'endroit historique d'accueil de la publicité lumineuse. L'image que je vous ai mise là, alors c'est la même que tout à l'heure, mais 3 ans plus tard, décalée et de nuit. L'opéra lui-même, on ne le voit pas très bien, il a l'arrière-plan, puis en plus j'ai mis un truc dessus, donc là on est sûr de ne pas le voir, mais ça pour vous dire qu'on a légèrement décalé le point de vue, et donc ce qui ressort, ce sont ces publicités qui sont situées le long des balcons. Alors là, on est dans des dispositifs jugés assez classe à l'époque, parce que d'une petite taille, tous plus ou moins de la même couleur. Donc on a du chocolat, c'est plutôt luxueux. On a encore de l'alcool, toujours bénédictine. On a Grand Marnier à l'arrière-plan ici, et puis d'autres qui ne sont pas lisibles. Mais voilà ce qu'on peut voir dès avant la Première Guerre mondiale, place de l'Opéra. L'autre grand lieu d'accueil, ce sont les grands boulevards. Les grands boulevards, où là, on est dans des dispositifs beaucoup moins classe, beaucoup plus grands, plus animés, plus colorés. On est vraiment dans de la démesure, avec des dispositifs qui parfois n'ont rien à envier à ce qu'on trouve à New York. Vraiment, on est dans quelque chose d'assez similaire. Je vous ai mis qu'un seul exemple, toujours qui date d'avant la Première Guerre mondiale.
Donc, vous voyez que c'est vraiment précoce. Et ce qui m'a impressionné ici, c'est la taille du dispositif. Je vous ai entouré 2 petits bonhommes qui sont en train d'installer la publicité en jaune à ce niveau-là, pour que vous ayez un peu une idée de la taille relative de l'image. Donc, quand on sait que les bâtiments parisiens, ils font en général 6-7 étages, là, on a une publicité qu'on peut estimer à 7 mètres de haut. Donc, c'est gigantesque, en fait, hein, par rapport à la hauteur des bâtiments. Donc, c'est très, très impressionnant. Et ça impressionne beaucoup la population qui vient observer le soir ces publicités. Et puis progressivement, au cours de l'entre-deux-guerres, il y a un dernier lieu qui commence à avoir un certain succès et qui a les mêmes caractéristiques. Eh bien, ce sont les Champs-Élysées. En fait, les Champs-Élysées commencent à être à la mode. On commence, alors en fait, surtout l'élite, en fait, commence à fréquenter cette artère euh, où on trouve des magasins de luxe, des lieux de spectacle liés au luxe et ainsi de suite. Et du coup, quand André Varneau, en 1930, sort son livre, qui est un guide de Paris, disons, très, très illustré et qu'il présente, eh bien, il dit, en parlant des Champs-Élysées, je cite, la vue des Champs-Élysées offre un spectacle féerique avec le flamboiement multicolore de ses enseignes lumineuses et l'acharnement fiévreux des couleurs à se dévorer, à se détruire pour renaître plus vives, tumulte silencieux, combats passionnés qui emplissent le ciel d'une vie exaspérée. Donc voilà, donc un enthousiasme pour cette forme publicitaire qui aujourd'hui peut surprendre, mais qui existe et qui est vraiment très important jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, si je résume la situation, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près la même chose à Paris et à Londres. Techniquement, on a surtout des lampes à incandescence, avec tout de même le néon qui commence à se développer. Alors, le néon, c'est rouge, c'est rien d'autre. Quand vous avez d'autres couleurs, c'est que ce n'est pas du néon. Voilà. Et quand on parle de néon, parlant de l'éclairage, je ne sais pas moi, des bâtiments industriels, c'est absolument pas du néon, c'est même pas des tubes luminescents, ce sont des tubes fluorescents. Mais par un abus de langage, c'est resté. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué, le néon en fait, se développe d'abord à Paris grâce à un savant français, un chimiste, qui s'appelle Georges Claude, qui a disparu un peu de la conscience collective parce qu'il était pétainiste, mais qu'il est peut-être plus connu parce que c'est un des fondateurs de l'Air Liquide, cette fameuse société encore au CAC 40 aujourd'hui. Et donc, en produisant massivement de l'air liquide à partir de l'air qu'on respire, il récupérait des gaz dans l'atmosphère qu'on appelle des gaz rares. Le néon est un de ces gaz rares. Et grâce à un collègue anglais, il découvre que si on met de l'électricité, ça fait rouge, que c'est joli. Et comme c'est un chimiste qui est aussi un industriel, eh ben, il s'associe avec les établissements Paz et Silva, donc ces fameux marchands que je vous évoquais au début de l'exposé, pour développer les tubes au néon. Donc il y a un contrat d'exclusivité. Et la première enseigne au néon, c'est 1912. La même année, on a des publicités. Et c'est dans les années 20 que le néon commence à faire son apparition aux États-Unis. D'abord, les deux néons et lampes à incandescence, les deux techniques se juxtaposent et parfois au sein d'une même publicité. Puis progressivement, le néon ou les tubes luminescents pour les autres couleurs se substituent. Et petite anecdote aussi qui n'est pas inintéressante, dans cette première période où c'est plutôt classe de faire de la publicité lumineuse, on invente une couleur un peu mauve qu'on appelle couleur opéra, justement parce qu'on considère que c'est très classe. Je reviens juste en arrière, peut-être parce qu'il y a un dispositif peut-être qui va vous intéresser. Je vous l'avais montré au tout début, sans la commenter, c'est celle-là. Je vous présente la plus grosse publicité lumineuse du monde, en tout cas à l'époque, qui est créée en 1925 par un artiste électricien qui s'appelle Fernand Jacopozzi. Et cette publicité, donc non seulement c'est la plus grosse, il y a 250 000 ampoules pour la mettre en place. C'est un dispositif qui est avec 6 couleurs et qui s'anime avec une animation de cycle d'environ 1 minute. Donc c'est une vraie prouesse technique, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'informatique, il n'y a rien. Donc la programmation, elle n'est pas la même. Et donc cette publicité qui dure 9 ans, qui est renouvelée tous les ans, donc c'est-à-dire qu'on rajoute des éléments par-dessus, eh bien, c'est l'apogée de la publicité lumineuse à ampoule. En fait, c'est la plus grande. Et puis après ça, en fait, l'ampoule décline
sans doute parce que son créateur, Fernand Jacoposi, en fait, décède en 1934 et donc, du coup, ben, Paz et Silva, qui se sont associés avec Georges Claude, ont tendance à développer cette autre technique qui sont les tubes luminescents. Et donc voilà, cette publicité gigantesque, très impressionnante. Et pour le coup, elle avait vraiment fait débat pendant l'entre-deux-guerres. Tout le monde n'était pas ravi de la situation. Les éditoriaux dans la presse ont été beaucoup plus contrastés que ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant. Alors juste, j'en reviens à ce que je disais, puis je vais passer à mon grand 2. Donc, des techniques similaires. Dans les deux cas, des publicités fixes ou animées. Animées, ça peut être soit des sortes de mini-dessins animés, parce qu'on est capable de créer ce genre de choses qui s'inspirent beaucoup du cinéma des premiers temps, donc des matchs de boxe, des courses de voitures, ce genre de choses, ou simplement des clignotements. Plusieurs lieux de réception de publicité lumineuse, je vous les ai cités, donc je ne vais pas revenir dessus. Et en termes d'annonceurs, des marques de luxe à la fois nationales et internationales. Donc vraiment quelque chose de très similaire à Paris et à Londres. Ce qui change, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Parce que les deux villes, Paris et New York, sont soumises à des choses, à des situations très différentes. Du côté de New York, on a une ville qui est quand même largement épargnée par le conflit. New York n'a pas été bombardée. L'activité publicitaire n'a pas disparu. Alors oui, elle a été ralentie. Il y a eu des périodes où il y a eu des restrictions d'énergie, donc moins de publicité lumineuse, mais par moments, elle a aussi été autorisée. Comme ce sont des publicitaires qui sont à l'origine de la publicité lumineuse de New York, et bien les publicitaires trouvent d'autres manières de faire de la publicité, soit en revenant à des formes traditionnelles, soit avec des publicités, par exemple avec des bouts de miroir pour réfléchir la lumière. Donc, ce n'est pas lumineux en soi, mais en même temps, ça attire l'œil. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours de la publicité à New York. À Paris, c'est différent. C'est différent parce que la ville, dans un premier temps, est soumise au bombardement et au blackout. Donc, il y a intérêt plutôt à éteindre les publicités pour ne pas attirer l'œil des avions. Après, il y a les questions aussi de restriction d'énergie et qu'on ne peut pas fournir de l'énergie à tout le monde. La publicité lumineuse est quand même loin d'être une priorité. Je pense que vous en conviendrez. Et du coup, la publicité lumineuse, on l'éteint. On l'éteint et les entreprises qui en faisaient réorientent leurs activités. Et comme c'était des entreprises de matériel électrique, c'est vers ce domaine-là qu'elles vont réorienter leurs activités en produisant du matériel électrique qui est en lien avec leur propre, qui peut permettre de continuer de fonctionner en dépit de la guerre. Donc la publicité lumineuse disparaît. Et ça, cette différence, cette disparité entre ces deux situations, c'est ce qui explique ce début de trajectoire divergente à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors concrètement, à New York, dans les années 40-50, on est dans l'euphorie publicitaire avec des publicités très impressionnantes par leur taille, parfois en 3D, comme celle pour Budweiser que je vous ai mise à gauche. Vraiment, on est dans l'exagération. Aussi parce que la lumière publicitaire, c'est aussi le signe d'un retour à la paix, à l'économie retrouvée. Enfin, il y a toute une symbolique qui est un petit peu liée à ça. Donc, grande période très, très positive pour les publicitaires. Et puis, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'à partir des années 60, le quartier de Times Square connaît une sorte d'épidémie de meurtres, de vols. La prostitution devient endémique. Les sex shops se développent. Bref, ce quartier qui était plutôt fréquenté par l'élite, commence à ne plus du tout être fréquenté par l'élite. Alors, il y a diverses raisons qui peuvent l'expliquer, des restes de Grande Dépression. Il y a aussi le fait que le cinéma puis la télévision font qu'on se rend peut-être moins au théâtre. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, c'est une autre faune qui se déplace dans ce lieu. Et Times Square a la réputation d'être le quartier le plus dangereux de New York, à tel point que les guides touristiques, là, pour le coup, recommandent d'éviter de passer par Times Square. Entre 1969 et 1971, donc en 2 ans, le tourisme chute de 40%. La conséquence, c'est que les annonceurs américains n'ont plus du tout envie d'investir et qu'on a pas mal d'emplacements qui demeurent vacants.
on ne veut plus aller dans ce lieu qui est vraiment compliqué. Et ça, jusqu'aux années 70. À Paris, la situation, c'est pas du tout celle-là. On ne retrouve pas l'euphorie puis le déclin. En fait, la première chose, c'est que la publicité lumineuse, après la guerre, elle est interdite. Elle est interdite parce qu'en 1943, il y a une loi qui est parue pendant l'occupation, qui ne mentionne pas la publicité lumineuse, mais qui met tellement de restrictions en termes de hauteur ou en termes de taille que la publicité lumineuse est interdite. Donc déjà, c'est compliqué de mettre en place la publicité lumineuse à l'issue de la guerre. Puis deuxième difficulté, c'est que les restrictions d'énergie continuent jusqu'en 1949. Donc là encore, on ne va pas mettre de l'électricité dans des trucs superflus quand certains en ont véritablement besoin. Du coup, dans les années 50, dès le début en fait, de la reprise économique, les publicitaires se disent quand même, là, il y a une forme de publicité qu'il faudrait utiliser. Et donc, il va falloir négocier avec l'administration. Et donc, cette négociation, elle prend diverses formes. Elle prend la forme de démonstration, par exemple. C'est le cas ici en 1950, où c'est une expérimentation qui est menée en accord avec l'administration parisienne pour la publicité Martini. Alors, on reprochait beaucoup à la publicité lumineuse les structures métalliques qui les supportaient. Et ça a coupé. C'est revenu, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous voit toujours. Alors, on reprochait beaucoup à la publicité lumineuse, donc des structures métalliques assez lourdes, et donc ce dispositif, ce grillage, que personnellement je trouve très moche. En fait, à l'époque, on dit, mais regardez, c'est un symbole, c'est un grillage, c'est quasiment invisible puisqu'on voit ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est censé séduire l'administration qui reconnaît qu'à la fois la publicité lumineuse n'est toujours esthétique et en même temps, ça lui semble nécessaire pour soutenir l'expansion économique de la France dans ce début des 30 Glorieuses. Du coup, on rentre dans un régime de négociation qui se clôt en 1952 quand un arrêté autorise la publicité lumineuse, mais que si il y a eu une demande d'autorisation auparavant et que cette autorisation a été accordée. Du coup, parmi toutes les formes publicitaires extérieures, la publicité lumineuse est la seule qui est soumise à cette restriction particulière qui en limite son développement. Et du coup, les publicitaires vont trouver des stratégies pour continuer à se développer. Et cette stratégie, elle se développe en 3 points. La première stratégie, c'est de se dire, puisqu'on nous reproche de dégrader l'architecture des beaux bâtiments haussmanniens de Paris, on va les quitter pour aller sur des structures qui ne sont pas censées être belles, qui sont des structures techniques. Et c'est le cas des ponts SNCF. Alors, en théorie, depuis 1937, il y a une circulaire qui interdit les publicités, mais après la guerre, la SNCF se dit qu'elle aurait bien besoin d'argent et du coup, elle se décide à louer ses emplacements. Et les questions de sécurité qui, soi-disant, se posaient sont assez vite balayées de la main parce que l'expérimentation montre que ça ne crée pas d'accident de la route. Du coup, on a une entreprise qui obtient l'exclusivité d'installer des publicités lumineuses. Et vous voyez que l'alcool, encore une fois, domine. Deuxième lieu de développement ou de redéploiement de la publicité lumineuse, ce qui ne vous surprendra peut-être pas, c'est le boulevard périphérique. Ça y est, on a une géographie lumineuse qui est en train de bouger. Alors, le boulevard périphérique, il est en construction dans les années 50. Ça commence vers 1956. Le premier tronçon est inauguré en 1960 et très vite, on a des publicités lumineuses qui commencent à s'installer d'abord aux portes de la ville et puis après le long de la voie. Et pourquoi on s'est accepté au boulevard périphérique? Parce que c'est l'ancienne zone. Donc déjà, c'est un quartier qui est assez défavorisé. On ne s'en préoccupe pas tant que ça. On considère que l'architecture est assez pauvre. Et par conséquent, à la limite, ça peut même rajouter un peu de gaieté dans ces quartiers jugés peu intéressants par l'administration. Du coup, là, on a des espaces qui se développent. Et en 1972, on a un arrêté qui achève cette conquête du boulevard périphérique par la publicité lumineuse. Je rappelle qu'à cette date, elle est toujours officiellement interdite par la loi. Donc, ce sont des arrêtés qui sont ici en contradiction avec la législation nationale. Et puis enfin, troisième lieu
qui commencent à accueillir de la publicité lumineuse, ce sont les villes de province. Donc, il y avait déjà de la publicité lumineuse avant dans certaines villes de province, mais là, on a un déploiement relativement massif. Donc, des sociétés comme Coppel, Paz et Silva, etc., investissent Lille, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Nice, donc différentes grandes villes de France. Chaque fois en négociant avec les administrations en place, puisqu'une fois de plus, il n'y a pas de législation nationale, enfin si, mais elle interdit la publicité. Donc, il faut trouver des techniques, ce qui fait que selon les villes, eh ben, ce n'est pas la même réglementation. Là, on est sur la Grand Place de Lille dans les années 60. Et ce que vous voyez, c'est que bon, elles sont plutôt en hauteur, mais il n'y a pas vraiment de respect de ligne de fait. Donc, visuellement, ce n'est pas très, très joli. Il y a plein de couleurs qui sont autorisées. On retrouve un peu ce type de choses à Strasbourg, mais si vous êtes dans d'autres villes comme Lyon, là, il y a un effort d'harmonisation qui est davantage mis en place. Donc voilà, des différences locales avec lesquelles peuvent jouer les publicitaires pour essayer de développer leurs activités. Donc si je résume la situation, on a vu à New York, période d'euphorie suivie très vite par un déclin important, et ce déclin du quartier, il s'accompagne d'un déclin de la publicité lumineuse. Et du côté parisien, début de situation extrêmement compliquée parce qu'interdiction et restriction d'énergie, et puis finalement, redéploiement assez intéressant. En 1975, j'ai totalisé environ 500 publicités lumineuses sur l'ensemble de la France. C'est pas mal. En fait, c'est même plus que ce qu'on peut trouver à New York à la même époque. Mais on a une sensation de densité moins importante. Donc, ça passe un petit peu mieux, si vous voulez, comme c'est un territoire national ici qui est mis en avant. Alors, pour finir sur une note plus positive concernant New York, les New-Yorkais se disent que si on rénove le quartier d'un point de vue architectural et urbanistique, probablement qu'on arrivera à améliorer la fréquentation du quartier, comme si les deux étaient liés. Et du coup, à partir des années 60, quasiment tous les ans, on a un nouveau quartier, enfin un nouveau projet d'urbanisme qui est présenté et après qui est oublié essentiellement pour des questions financières. Alors on envisage plein de choses, d'en faire un quartier vraiment dédié au théâtre, on envisage d'en faire un lieu de conférence, de business, enfin, ça change un petit peu. Les interlocuteurs aussi sont assez variés. Je vous ai juste mis le dernier en bas à droite, celui de Douglas Lee. Douglas Lee, c'est un des plus grands publicitaires de l'époque en termes de publicité lumineuse. C'est vraiment lui le patron. Et il s'intéresse vraiment au quartier parce qu'il voit le quartier décliner. Il arrive de moins en moins finalement à vendre ses publicités, enfin ses emplacements publicitaires. Et donc, il aimerait bien contribuer à la rénovation du quartier. Et il s'intéresse en particulier à un bâtiment, c'est le bâtiment que je vous ai mis. Donc, il est rénové, c'est le même à gauche et à droite. Ce bâtiment, aujourd'hui, on le connaît sous le nom de One Times Square. C'est un bâtiment historique. C'est lui qui abritait les locaux du Times, donc le journal, et donc qui a donné son nom à la place Times Square, qui ne s'appelle pas Times Square à l'origine. Donc, c'est vraiment un bâtiment historique extrêmement important. Son projet, il le mène à bien, mais c'est très mal vécu et les gens considèrent que ce n'est pas une immense réussite. Et puis le changement, le tournant dans cette histoire de rénovation avortée, c'est un projet qui intervient 20 ans plus tard, en 1883. Là, on a trois architectes qui sont George Klein, Philip Johnson et John Burgee, qui présentent un projet qui, pour le coup, là, a toutes les chances de passer. C'est un projet pour mettre en place 4 immenses tours dans Times Square. Et ça, pour les publicitaires, c'est inacceptable parce que tout à l'heure, je vous ai montré que Times Square était relativement bas en termes d'immeubles, que c'était plutôt favorable pour la publicité lumineuse ou publicité extérieure en général. Et du coup, là, en fait, le projet de ces trois architectes interdirait la mise en place de publicité lumineuse. En fait, ça serait la fin de la publicité lumineuse à Times Square. Et ça, cette menace, les publicitaires, pour des raisons économiques, de survie, ne peuvent pas l'accepter, c'est déjà le premier problème. Et puis en même temps, il y a une sorte de prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est que finalement, la publicité lumineuse à Times Square, il y a une dimension patrimoniale. Et donc, ça mérite d'être protégé. Et ça, c'est la première fois qu'on envisage la publicité lumineuse sous cette forme patrimoniale. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement les publicitaires vont vouloir protéger la publicité, donc ça, on comprend,
Mais on a également des associations locales, comme la Municipal Art Society ou l'American Institute of Architects. Donc des organisations qui, début 20e, étaient un peu hostiles à la publicité, qui désormais veulent la protéger. Donc il y a vraiment un changement de perspective. On a même des associations écologiques qui refusent en fait l'abandon, c'est ça, de la publicité lumineuse à Times Square. Donc une perspective totalement nouvelle et pour le coup là qui contraste vraiment avec ce qu'on trouve à Paris, où des associations locales depuis le début du XXe siècle luttent contre la publicité lumineuse. Les écologistes, alors qu'on ne voit pas apparaître avant les années 90, par exemple avec Paysages de France, eux, non, ils expliquent que la publicité lumineuse, c'est une pollution visuelle, donc simplement c'est moche. Et puis après, encore aujourd'hui, on parlera plus de pollution lumineuse. Donc, on a un positionnement d'une ville à l'autre, là, qui est totalement différente, avec des acteurs totalement différents. Bon, le résultat, eh ben, c'est qu'à New York, c'est en danger, mais on veut le protéger, et qu'à Paris, c'est pas du tout en danger, mais on aimerait donc plus la faire disparaître. Donc une situation un petit peu particulière. Alors comment on arrive à la situation que je vous ai évoquée en introduction? Pour commencer, dans les années 70, il se passe un truc, une sorte de frémissement. Donc on est juste avant le projet de mes 3 architectes new-yorkais en 1883. Ce qui se passe, c'est que du point de vue international, on a un nouvel acteur qui apparaît, ce sont les Japonais. Les Japonais, qu'on connaît bien pour les marques d'électronique, mais en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont été biberonnés à des vieilles séries américaines comme I Love Lucy. La conclusion, c'est que dans les années 70, ils ont une image de New York et de Times Square qui ne correspond pas à la réalité, mais qui correspond à celle de Times Square dans les années 50. Donc, pour ces industriels de très grandes marques qui veulent se développer à l'échelle internationale, Times Square, c'est un peu le Graal. Et donc, ils vont investir dans ces emplacements qui sont laissés vacants en reprenant un peu les formes qu'avaient les premières publicités lumineuses. Donc là, je vous ai mis la bière Kirin qui côtoie Pepsi, un whisky également. Bref, on a des marques japonaises qui sont en train de se développer et qui permettent aux acteurs de la publicité lumineuse d'espérer une reprise. Donc, c'est vraiment important. Et puis, en même temps, ce mouvement, ce frémissement, il se poursuit dans les années 80. Dans les années 80, il se passe plein de choses. Déjà, il y a un plan de zonage à l'échelle de New York qui est mis en place et ce plan de zonage décide que Times Square va avoir un statut particulier. Donc 86, on est 3 ans après le projet de mes 3 architectes qui a beaucoup gêné les publicitaires, qui ont milité. Et donc, on reconnaît qu'il y a une patrimonialisation de la publicité lumineuse et on décide que tout bâtiment de Times Square doit avoir une publicité lumineuse. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est pour ça qu'on peut parler de protection vraiment de la publicité lumineuse à Times Square. Deuxième particularité, il y a une unité de mesure qui fait son apparition, la Lutz. Et en général, quand on met une unité de mesure, c'est pour limiter l'intensité soit de la lumière, soit du son, soit de ce que vous voulez. Là, c'est le contraire en fait. C'est une intensité minimale obligatoire. Donc, chaque dispositif doit vraiment éclairer très très fort sous peine d'être en désaccord avec la réglementation. Troisième chose, pour éviter qu'il y ait des débordements et donc des contestations, on a une commission, la Landmark Preservation Commission, qui est mise en place pour veiller au respect de cette ségrégation publicitaire. Autrement dit, hors Times Square, pas de publicité. Dans Times Square, concentration de la publicité. Alors, c'est à nuancer parce que dans des espaces historiquement liés à la publicité, c'est encore autorisé. Mais globalement, on a une vraie ségrégation. On protège le reste de la ville et on met tout au même endroit. Et puis, ça se poursuit dans les années 90, où on a l'action du maire Giuliani qui fait un véritable effort pour moraliser le quartier, donc avec une surtaxation de toutes les activités liées au sex shop, etc., la lutte contre la prostitution. Bref, il y a vraiment un effort qui est porté dans le quartier, tant et si bien qu'à un moment, on a des nouveaux... comment dire, on a des entreprises qui commencent à s'installer. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a un changement en termes d'imaginaire. La première à franchir le pas,
C'est en 1992, c'est la banque Morgan Stanley. Donc on imagine mal cette banque s'installer au milieu des peep shows et des prostituées. Donc c'est vraiment le signe qu'il y a eu un changement psychologique. Et à partir de là, les prix commencent à flamber et on entre dans une période que les New-Yorkais appellent la Disneyfication de Times Square. Alors, Disneyfication pour plein de raisons. L'une d'elles, c'est parce que Disney, donc une entreprise liée au monde de l'enfance, s'installe dans le quartier. Elle rachète un vieux théâtre, le New Amsterdam Theatre, pour en faire son propre lieu de promotion. On a aussi des magasins de jouets comme Toys R Us qui font leur apparition. Donc là aussi, c'est bon, il n'y a plus de prostituées du tout. On est sur quelque chose de vraiment nouveau. Et puis, Disneyfication, parce qu'on a une sorte de parc à thème, finalement, qui est en train de se développer. Ce que j'appelle ici un parc à thème, ce sont les principales propriétaires de ces bâtiments qui créent une sorte d'association qu'on appelle le Business Improvement District. Et cette association, elle a sa propre police, elle a ses propres équipes de nettoyage, elle a ses propres services de sécurité, un grand nombre de caméras. En fait, l'objectif, c'est de faire de Times Square une sorte de centre de jardin, ou de... Enfin, jardin, c'est mal, le mot est malheureux, mais une sorte de parc d'attractions urbain ouvert au public. Et la conséquence, c'est que du coup, Times Square ne ressemble plus à ce que c'était auparavant, quelque chose de spontané, mais c'est quelque chose qui apparaît comme étant au contraire une sorte de plaquage idéalisé de ce à quoi le touriste s'attend lorsqu'il se rend à Times Square. En fait, Times Square devient une sorte de décor urbain. D'accord. Et ça, c'est vraiment la particularité de ces dernières années. Et en parallèle, on a plein d'entreprises liées au monde de l'entertainment qui sont en train de s'installer également à Times Square, donc notamment des grandes marques, des grandes chaînes de télévision qui s'installent, qui installent également des écrans. Donc le public qui se rend à Times Square à la fois se dirige vers ces lieux, se voit, parce qu'il y a des caméras qui permettent au public de se projeter eux-mêmes sur les écrans. Donc, il y a un jeu qui se fait entre les touristes et ces bâtiments avec leurs écrans géants. Alors, je sais que vous ne voyez pas de film aujourd'hui parce que la situation ne le permet pas. Néanmoins, je vous fais juste un petit détour par Blade Runner. Blade Runner, dont l'action est censée se passer l'année dernière, donc en 2019. Donc, la situation qui était censée être aujourd'hui. Blade Runner, normalement, c'est censé avoir lieu à Los Angeles. Los Angeles, qui est plutôt réputé pour être une ville plane. Et du coup, l'univers qu'on a ici, c'est un univers qui évoque plus Times Square que Los Angeles véritablement. Et si vous regardez la date, c'est 1982. Donc en fait, on est au moment où on a toutes les marques japonaises que je vous évoquais tout à l'heure qui sont en train d'aller à Times Square. Et c'est assez bien visible sur ce plan, c'est pour ça que je vous l'ai mis, où on a à la fois une marque américaine emblématique de Times Square, qui est Coca-Cola, ici, et on a pas mal d'éléments un peu asiatiques. Alors, pas forcément japonais, je le reconnais, mais des choses qui évoquent un petit peu l'Asie. Donc, on a une sorte de dragon chinois. Ici, on a une sorte de caractère. Là, on a quelque chose pour Atari, donc spécialiste des jeux vidéo. Donc, il y a cet univers très particulier qui se développe. Et finalement, c'est Ridley Scott qui est en train de plaquer ce qu'il observe dans les années 70-80 à une réalité qu'il imagine encore en train de se développer dans les années à venir. Je vous remets ici Coca-Cola en autre plan, mais ça ressemble à peu près à ce qu'il y a à la même époque à Times Square, avec Coca-Cola qui est situé sur ce bâtiment One Times Square dont tout à l'heure je vous ai parlé. Alors le résultat, c'est que cette politique menée par Giuliani, le plan de zonage, etc., marche plutôt bien pour Times Square. On avait des emplacements vacants, c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas puisqu'en 1980, il restait 2 douzaines de publicités à Times Square, ce qui est assez peu, et que désormais, 15 ans plus tard, donc vers 1995 environ, on en a déjà une soixantaine avec des marques comme Budweiser, Cadillac, Maxwell, même des annonceurs historiques qui avaient disparu comme Wrigley, les chewing-gums, qui refont leur apparition. Donc, pas mal de dispositifs qui apparaissent. Je vous ai fait une petite chronologie ici pour voir à peu près visuellement à quoi ça ressemblait. Alors, c'est jamais le même angle, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'on peut voir,
Déjà, c'est qu'en 1985, on a cette fameuse publicité que je vous ai montrée pour Blade Runner, mais en fait qui est présente ici à Times Square, hein, donc c'est vraiment la même chose, sous la même forme. Et ce qui change, bah, c'est le nombre, de plus en plus de publicités, première chose. Et la deuxième chose qui change, c'est les techniques. On passe à des publicités sur façade, ce qu'on a très bien ici pour Coca-Cola ou ici pour Panasonic, à des publicités de plus en plus sous forme d'écran. Et la transition, elle ne se fait pas aussi rapidement qu'on peut le croire. Alors, le premier écran, c'est 1975, le Spectacolor, et c'est un écran qui n'est pas si grand que ça à l'époque, en tout cas pour nous aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on passe aux écrans, les premiers écrans reproduisent visuellement les publicités fixes. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros ça s'est transformé en écran et ça ne bouge pas tellement, ça bouge assez peu. Et c'est simplement ces dernières années, alors quand j'ai dernières années, c'est depuis les années 2000, hein, donc ça commence à dater en réalité, qu'on a des écrans qui sont utilisés, bah, comme vous les connaissez aujourd'hui, sous forme de clips, d'accord? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains emplacements qui peuvent se louer par plusieurs annonceurs. Donc avant, un emplacement égale un annonceur, et désormais, un emplacement égale plusieurs annonceurs qui se succèdent les uns après les autres, soit après de longues périodes, bah, soit au cours de la journée, hein, comme des écrans télévisés que vous pouvez observer depuis chez vous. La technique aussi des écrans évolue, les qualités de programmation évoluent, tout ça tout ça bouge avec le temps. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'écrans que c'est compliqué pour les publicités de se distinguer les unes des autres. D'où des différentes techniques qui sont mises en place. Donc là, par exemple, on a ABC qui met en place un peu sous forme de vague, bah justement pour se distinguer. L'écran Coca-Cola qu'on ne voit pas, mais qui est à peu près à cet emplacement-là, aujourd'hui, c'est un même écran, mais qui est fragmenté en plusieurs pour donner un aspect plus dynamique et pour pouvoir le distinguer de ce qui se passe également. Bref, vous voyez, il y a une telle concurrence en fait en termes d'écran que c'est compliqué pour une publicité à New York de réussir à être particulièrement repérable. On peut jouer sur la taille et puis après, bah, un petit peu sur la forme, d'où certaines choses originales qui peuvent se mettre en place. Alors, concernant Paris, je vous avais laissé avec ce redéploiement multiscalaire. En même temps, il y a quand même une réflexion qui s'amorce, puisque clairement, la loi de 1943, qui est censée réglementer toute la publicité extérieure en France, elle n'est pas du tout adaptée à la situation. Et le problème qui se pose, ce qui fait que ça met beaucoup de temps pour mettre en place une loi, c'est que c'est compliqué de faire une loi générale. En fait, on se rend bien compte que Paris, c'est une ville qui n'est pas comme les autres. Et c'est compliqué de faire une loi à valeur générale si déjà vous avez des exceptions. Et finalement, la solution, elle est trouvée en 1976. C'est l'idée de faire un plan de zonage. En gros, il y a une loi générale, mais on peut définir des zones particulières. Et ça, c'est à chaque ville de l'adapter. Donc, la loi sort le 29 décembre 1979 et il faut plusieurs années à Paris pour mettre en place un nouveau plan. Ce plan, donc en 86, il comprend 7 zones. Certaines de ces zones sont bien plus restrictives que la loi, donc en zone de publicité restreinte ou en zone de publicité interdite, et d'autres, au contraire, sont beaucoup plus libérales que la loi, celle de publicité élargie 1 ou de publicité élargie 2. Ça permet de pouvoir jouer en fonction des différents quartiers, de ce qu'on imagine possible ou pas. Et à partir de là, la géographie lumineuse de Paris évolue. En gros, les quartiers historiques qui recevaient pas mal de publicité jusque dans les années 80, comme la place de l'Opéra historique, comme les grands boulevards, également à proximité des gares dans Paris, notamment la gare Saint-Lazare, par exemple, Montparnasse aussi un petit peu, avec beaucoup de dispositifs publicitaires. Et avec ce nouveau plan de zonage, on finit les contrats qui sont en cours. Alors, ça peut mettre pas mal d'années, donc finalement, c'est dans les années 90 que ces publicités disparaissent. Mais globalement, aujourd'hui, on ne trouve plus ou quasiment plus de publicité lumineuse à Paris.
Alors, il reste toujours plein d'enseignes. Il reste pas mal d'écrans, notamment dans les magasins et parfois qui donnent dans les, enfin, qui sont en vitrine, donc qui donnent vers l'extérieur, mais ce n'est pas de la publicité lumineuse. Il y a toujours plein d'affiches éclairées. Bref, il y a toujours plein de publicités, mais strictement sensu, il n'y a plus de publicité lumineuse. En revanche, eh bien, le boulevard périphérique, lui, profite de cette nouvelle réglementation. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça commence dès les années 1950 et c'est quelque chose qui se poursuit. Alors, le boulevard périphérique, il y a plein d'intérêts à l'avoir. Hein. C'est là où convergent les principales autoroutes de France. Il y a tous les Parisiens et les banlieusards qui l'empruntent le matin et le soir, soit pour rejoindre leur travail, soit pour rejoindre leur foyer. Ce sont des longues routes très droites, donc on voit les publicités de très très loin. Tout ça fait que ça en fait un emplacement particulièrement intéressant. Et à l'intérieur du boulevard périphérique, on a certains tronçons qui sont favorisés, notamment un qu'on appelle la voie des présidents dans le milieu. La voie des présidents, parce que c'est le bout de tronçon qui va du nord de Paris. Donc en gros, là où arrivent ceux qui ont les PDG qui arrivent par l'aéroport international Charles de Gaulle, qui, dans leur voiture de luxe, traversent le boulevard périphérique, passent devant leur publicité, sont fort flattés et arrivent au quartier d'affaires de la Défense qui est situé à l'ouest. Donc cette voie des présidents va du nord à l'ouest et c'est là qu'on y trouve la plus grande concentration de publicité lumineuse. On a un tout petit peu l'équivalent au sud, au niveau de la porte d'Orléans, qui est aussi lié à un autre aéroport. Donc c'est pour des raisons assez similaires. Et ce qui est intéressant dans la photographie que je vous ai mise là, donc qui date de 2010, c'est qu'on voit qu'il y a une dimension quasiment territoriale et militaire liée à cette publicité. Dans le milieu, à Paris, installer une publicité, c'est ce qu'on appelle planter son drapeau, comme quand on colonise une terre ou qu'on va sur la Lune et qu'on met le drapeau américain. Donc il y a vraiment cette dimension territoriale très très forte. Et vous voyez que ce sont des marques du même domaine qui sont les unes à côté des autres. On a Samsung qui défie Toshiba, Siemens qui va défier JVC, etc. Ça, ce type de choses, de bataille, si je puis dire, de prestige, c'est spécifique à Paris. On ne la trouve pas particulièrement à New York. Il peut y avoir des marques très proches, mais ce n'est pas du tout la même logique. Ou si on prend une ville comme Piccadilly, comme Londres, avec son quartier de Piccadilly Circus, où on a eu une restriction de la publicité aujourd'hui sur un seul bâtiment, et ben la personne qui loue ce bâtiment m'expliquait qu'en réalité, quand elle signe les contrats, il y a bien souvent des contrats d'exclusivité. Donc, par exemple, Coca-Cola, qui est la plus ancienne marque présente à Piccadilly Circus depuis 1955, ben, elle s'est bien assurée qu'Orangina ne viendra jamais mettre le bout de son nez à Londres. D'accord? Donc, des logiques totalement différentes. Exclusivité pour Piccadilly Circus et puis rivalité beaucoup plus importante lorsqu'il est question de Paris, où il y a vraiment cette dimension très, très forte. Alors, pour résumer la situation, on a bien des publicités qui ont l'air assez différentes du côté de Paris ou du côté de New York. C'est ce que je vous ai montré en introduction. Ça n'a pas l'air de se ressembler, on dirait même pas que c'est le même type de dispositif. En fait, c'est un petit peu la même logique. Et si là, les lettres, les publicités sont en forme de lettres découpées, c'est aussi parce que c'est prévu pour des automobiles et qu'on ne peut pas se permettre, pour des questions de sécurité, de trop attirer l'œil du conducteur avec des choses qui seraient clignotantes ou avec des animations trop sophistiquées. On est censé circuler en voiture et donc il faut que tout soit compréhensible d'un seul détail. Et donc, même si visuellement ça ne se ressemble pas, finalement, c'est la même logique qui préside à New York et à Paris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à New York, on préserve le reste de la ville et on sacrifie, si je puis dire, Times Square. Donc, Times Square, où il y a une forme de patrimonialisation de la publicité lumineuse. Mais côté parisien, finalement, c'est un peu pareil. On protège le centre de la ville, on parle parfois de ville-musée, et à l'inverse, on sacrifie un autre espace qui est le boulevard périphérique. Et ça ne veut pas dire que la lumière elle a disparu du centre de la ville, c'est juste qu'elle est utilisée différemment. Donc, il y a l'éclairage public, oui, certes, mais il y a aussi l'éclairage des monuments, de la plupart des immeubles et ainsi de suite. Donc, la lumière, elle est toujours présente finalement en centre-ville, c'est juste qu'elle est utilisée, différemment. Donc,
on est vraiment dans des logiques qui ne me semblent pas aussi contradictoires. Et en tout état de cause, il n'y a pas opposition entre ces deux modèles. Ce sont juste des choix très, très différents qui se sont faits, avec aujourd'hui un modèle de publicité valorisé et protégé à New York et un modèle complètement déprécié parce que polluant visuellement, en termes de lumière et ainsi de suite. Alors, juste pour conclure, je vous présente très rapidement, si j'ai le temps, mes sources, si ça vous intéresse, j'en sais rien. Bon, j'y vais. Allez, j'ai le temps. Donc, juste ça, c'est l'ouvrage dont on parlait. Le problème de mon sujet, c'est qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, il faut creuser partout et il faut être un petit peu un peintre impressionniste en allant chercher à la fois du côté des fonds publics, alors à la fois local et national, et en récupérant des petits dossiers ici et là, parfois par hasard, hein, parfois c'est au cours d'une discussion qu'on découvre qu'il y a des super dossiers qui existent. On peut aller du côté des fonds privés. Alors, les entreprises n'ouvrent pas beaucoup leurs archives. Deco, par exemple, j'en profite pour dire que je ne suis pas contente. Mais voilà, d'autres entreprises comme Défi, en l'occurrence, m'ont ouvert un petit peu leurs archives. Donc ça, c'était fantastique. Aujourd'hui, Défi, c'est peut-être pas le nom, mais c'est eux les leaders en France, hein, et même dans le monde, je crois, de publicité lumineuse. C'est une entreprise qui s'est beaucoup développée à l'étranger. Les premières publicités lumineuses de Moscou en 90, c'est eux, par exemple. Voilà. Donc, finalement, les publicitaires français se sont beaucoup développés. Donc, une fois encore, on n'est pas dans du retard, mais dans des choix stratégiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Je suis allée aussi du côté des associations de paysages qui luttent contre la publicité lumineuse. Donc ça, c'était aussi assez intéressant, parce qu'il y a une autre perspective qu'on n'a pas forcément lorsqu'on va du côté des publicitaires, et puis des archives personnelles, bon voilà, ou plus ponctuelles, qui ont pu me servir. Et le bilan de tout ça, eh ben, c'est comme j'avais beaucoup de mal à trouver des archives un peu traditionnelles, eh ben, j'ai été noyée sous un fond iconographique. J'ai traité énormément d'images sous diverses formes. Bon, je n'ai pas toutes vous les lire pour pas peut-être prendre trop de temps là-dessus, mais du coup, on a à la fois des petites vidéos comme celle-là. Donc ça, c'est sur la Tour Eiffel, c'est pas inintéressant. Mais le jeu de lumière qui domine tous les autres est sans voilà ce qu'on pouvait voir en qui rayonne sur 1927. notre Tour Eiffel, lequel entretien n'est pas l'objet d'une puissante installation. Et je vous montre juste comment c'était posé. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est des gens qui sont à peine harnachés, pas de casque, qui installent tout ça. Bon, je vais pas passer, mais bon, voilà, c'est pas inintéressant. Et visiblement, de ce que j'ai compris, on ne sent pas le vide, parce que toutes les poutrelles qui se croisent font qu'on n'a pas cette aspiration, donc pas de sensation de vertige. Voilà, si jamais vous vous inquiétiez, a priori, ça se règle. J'ai aussi découvert des outils. Ça, par exemple, c'est l'agence Claude Paz et Silva, donc la fameuse grande agence française, qui a été rachetée aujourd'hui, c'est JC Decaux, qui, pour vendre un emplacement à Pétrolane, prend une photographie, fait un petit montage, et puis du coup, essaye de montrer à son client à quoi ça pourrait ressembler et comment ça serait très lumineux, très rouge, très beau, et comment on ne verrait plus que ça dans le ciel parisien. Les cartes postales aussi sont très intéressantes, parce qu'au début du siècle, elles sont toutes centrées sur cette statue, la statue de Léros, qui est au centre de Piccadilly Circus, par exemple. Et puis, quand vous avez des cartes postales plus récentes, on ne voit plus la statue. Elle a quasiment disparu. La plus impressionnante de ce point de vue-là, c'est celle-là. Elle est ici. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on ne la voit quasiment pas à chaque fois. Je dois un petit peu la rechercher pour la retrouver, alors que je la connais. Là, elle est sur le côté, mais pareil, elle est quasiment invisible. Et même si la couleur, elle est centrée sur le métro, finalement, ce qu'on voit véritablement, ce sont ces publicités lumineuses. L'art également n'est pas inintéressant pour donner différentes visions de ces quartiers. Là, autre fond encore peut-être assez intéressant, c'est Léon Gimpel. Alors, je ne sais pas si on dit Gimpel, Gimpel, je n'arrive pas à savoir, mais c'est quelqu'un qui, à l'origine, n'a rien à voir avec la publicité lumineuse. C'est un des premiers photographes qui s'intéresse à la photographie autochrome, autrement dit en couleur. On est au début du XXe siècle, et à la nuit. Et du coup, on a les deux éléments qui font qu'il s'intéresse au néon. Et donc, il s'associe avec Georges Claude, ce fameux chimiste qui industrialise les tubes au néon. Et on a donc les dispositifs de Georges Claude qui paraissent toutes les unes après les autres dans le journal L'Illustration, ce
qui assure aussi sa renommée. Et puis, dernier peut-être exemple que je voulais vous montrer qui est assez marrant. Vous avez ici deux dispositifs, deux photographies. C'est le même dispositif et il y a 6 mois d'écart à peu près entre ces deux clichés. Et celui à gauche, c'est un cliché pris par une association de lutte contre la pollution, etc. Donc, c'est pour la défense du paysage. On voit que c'est moche. Enfin, clairement, on n'a pas du tout envie d'y habiter. Il ne fait pas beau en plus. Et puis, alors, les bâtiments ont l'air en très, très mauvais état. Et puis, 6 mois plus tard, même 6 mois plus tôt, même dispositif, mais pris par des publicitaires, où déjà, il y a un peu plus de végétation, les couleurs sont plus sympathiques, c'est pris à la tombée de la nuit, quand les couleurs ressortent le mieux. Et donc, on voit que l'ambiance n'est pas du tout la même. Donc, déjà, moi, j'ai mis beaucoup de temps pour me rendre compte que c'était la même chose, mais surtout, ça montre que suivant le point de vue, la photographie peut montrer des choses assez différentes et qu'on peut faire dire beaucoup de choses à ces images. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup Stéphanie Le Gallic. Donc on peut passer aux questions. Vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez poser une question, utiliser, je crois, l'onglet Converser qui est en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas. Alors il y a déjà une première réaction. Alors je vais lire. Certains lieux prestigieux dans les villes voient la publicité lumineuse, les enseignes des commerces en fait mises au pas. Je pense aux Champs-Élysées ou à la place du Capitole à Toulouse. Les marques se déclinent en logos qui ont perdu leur couleur. Est-ce l'avenir de la publicité lumineuse, se fondre davantage avec le décor pour avoir la permission de perdurer? Oui, c'est une question peut-être qu'on peut se poser. Je ne sais pas si Stéphanie Le Gallic a un avis là-dessus. Ouais. J'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'en fait, il y a une telle pression qui s'exerce contre la publicité lumineuse en France que c'est la raison pour laquelle les entreprises sont allées beaucoup à l'étranger. Donc, l'avenir de la publicité lumineuse, c'est peut-être qu'il n'y en aura plus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne parle pas des enseignes, donc c'est un peu particulier. La réglementation est beaucoup plus souple pour les enseignes que pour la publicité. Et donc, quand on a ce fameux plan de zonage que je vous ai dit à partir de 86 à Paris, certains publicitaires vont essayer de ruser. Ce que j'appelle ruser, c'est par exemple louer, je sais pas moi, une chambre de bonne, par exemple, dans un bâtiment parisien et installer une publicité en lien avec le propriétaire de la chambre de bonne. Ce qui fait que techniquement, ça ressemblait à ça correspondait à des enseignes, puisque je vous ai dit, c'est une question d'activité dans le bâtiment qui supporte l'enseigne. Sauf qu'en vrai, c'était des publicités et c'était une manière de contourner la législation. Voilà, je ne vous en avais pas parlé, mais je trouvais ça assez marrant, ces techniques qu'avaient les publicitaires. Alors, pour ce qui est-ce que l'avenir, c'est de son dans le décor J'en sais rien. J'en sais rien parce que la pression est très forte. Qu'en France, la publicité en général est lumineuse et encore plus mal vue. Alors en France, c'est mal vu la publicité en général, mais là, avec la lumière et la consommation d'énergie, autant vous dire que ça n'a pas du tout le vent en poupe et qu'il y a pas mal de restrictions qui sont aujourd'hui, par exemple, les enseignes, elles ne peuvent pas rester illuminées toute la nuit, elles sont censées s'éteindre, par exemple. Donc, je pense qu'on va surtout vers… alors visuellement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler par la forme des dispositifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers davantage de sobriété en termes énergétiques. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Voilà. Alors, il y a une autre question. La publicité lumineuse est-elle utilisée en politique et notamment lors des campagnes électorales? Alors peut-être qu'on ne parlera pas forcément de Paris, mais est-ce qu'il y a eu des choses à New York pendant la campagne électorale pour les présidentielles cette année sur Times Square ou pas? Oui et non. Déjà, pas tellement dans le sens où ça coûte très cher d'installer un dispositif. En tout cas, dans le cas parisien et avant les écrans, donc je parle vraiment sur le long terme. Et donc, on ne va pas investir pour une campagne électorale qui ne dure pas si longtemps que ça. En gros, quand on paye un emplacement, en général, on paye pour plusieurs années. Donc, ce n'est pas tellement possible d'avoir une campagne publicitaire telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Déjà, c'est la première chose. Aujourd'hui, ça serait possible sur les écrans. Honnêtement, je n'ai aucune idée si Trump ou si Biden ont utilisé les écrans de Times Square. J'en ai vraiment aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est arrivé ponctuellement deux choses. La première, c'est qu'à Times Square, je sais par exemple qu'il y a une élection
où il y avait des sortes de thermomètres. Et puis pour savoir qui gagnait, donc il y avait une sorte de dramaturgie là encore, et ben, il y a le thermomètre indiqué plus haut pour un des candidats et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas pour la campagne électorale, mais en tout cas, le résultat de la campagne était annoncé à Times Square par le biais de dispositifs lumineux. Bon, voilà. Et puis, la deuxième chose que je sais, c'est que ponctuellement, alors c'est très rare aussi, mais ça a pu arriver pour des campagnes de sensibilisation. Par exemple, je sais qu'il y en a eu il y a une campagne de sensibilisation pour le cancer du sein à Piccadilly Circus, par exemple. Donc, en gros, aujourd'hui, où dans les lieux où il y a des écrans et on peut programmer les écrans à l'infini, ça doit être possible. Et donc, je ne sais pas si ça a eu lieu, mais en tout cas, ça pourrait. Dans des dispositifs un peu plus figés, là, ça me paraît quasiment impossible pour des questions essentiellement financières. Voilà. Alors, on a parlé de, enfin, vous avez parlé de patrimoine et de publicité lumineuse parfois qui devenaient presque protégées, et puis de cette question qui m'a interpellé quand même de savoir qu'à New York, il y avait cette loi sur l'intensité minimale lumineuse, voilà, qui est assez impressionnante. Alors, ça ne fait pas partie du sujet, mais quand on pense soit aux enseignes lumineuses qui sont, vous l'avez rappelé, différentes des publicités lumineuses, on pense aussi à Hong Kong, hein, ça fait partie vraiment de cette image presque d'Épinal qu'on a de la ville, qu'on voit aussi dans certains films de Wong Kar-wai. Apparemment, là-bas aussi, il y a eu cette question de protéger finalement, d'une certaine manière, les enseignes, les néons, contre finalement une sorte de destruction qui ternirait ce côté touristique de la ville, quoi. Des néons qui seraient apparus dans les années 60 et qui auraient tendance aujourd'hui à disparaître dans la ville. Alors, j'en sais rien. Voilà, ça c'est la partie la plus claire et la plus nette que je peux vous donner. Ce qui est vrai en revanche, alors ce que vous dites pour Hong Kong, c'est aussi valable pour Shanghai, Tokyo, enfin il y a plusieurs quartiers comme ça, enfin plusieurs villes qui ont leur quartier, comme Shibuya par exemple, etc. Donc il y a vraiment des lieux très spécifiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tradition lumineuse à travers des lanternes. Alors c'est pas forcément de la publicité, mais qui remonte à bien plus ancien que de la publicité lumineuse. Ça c'est la première chose, et ça fait partie de cet imaginaire lumineux que vous évoquiez. Et je pense que cet imaginaire, il va rester un certain temps parce que, alors pareil, je parle sans être absolument sûre, mais je pense qu'il y a quand même cette dimension patrimoniale. Et ce que vous évoquez dans les années 60, 50 qui se développe du néon, je crois que c'est avec cet imaginaire américain qui se développe. Et là, j'en sais rien. Je sais qu'une grosse partie du chiffre d'affaires de mes entreprises comme Deco ou Défi se fait à l'étranger dans ces villes. Et maintenant, le prochain marché, c'est l'Afrique. Donc, il y a une pression qui s'efforce, qui est extrêmement forte. Je ne suis pas sûre que ces villes aient la même vision du patrimoine architectural qu'on peut avoir à Paris. C'est quand même quelque chose qui est né assez tôt pour Paris. Et du coup, si on ne retrouve pas la même chose, qu'on est dans des logiques de construction et de destruction, je ne suis pas sûre qu'on se pose la question. Je ne suis pas sûre non plus que la question de la sobriété énergétique soit la principale question qui se pose. Donc, je serais tentée de dire que non, ça peut se développer. Et je ne crois pas qu'il y ait les mêmes restrictions qu'on peut voir dans les villes européennes en général. Parce que ce que j'ai dit pour Paris, en fait, on peut le redire pour la plupart des villes, pour des villes européennes, avec différentes modalités. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'on est dans des logiques totalement différentes. Mais ça mériterait quand même d'être creusé. Je ne voudrais pas trop dire de bêtises. D'accord. Une autre question qu'on nous pose, la publicité lumineuse est-elle citée dans les accords de Paris sur le développement durable? Vous avez décidé de me piéger, je n'en sais rien. Voilà, je ne vais même pas tenter quoi que ce soit. Non, j'en sais rien, je ne suis pas du tout allée creuser. En fait, j'ai soutenu ma thèse en 2014 et depuis, maintenant, je travaille sur Bordeaux au 19e siècle. Donc, j'ai changé de ville, j'ai changé de siècle d'études. Du coup, la conclusion, c'est que je ne me suis pas du tout tenue au courant. Voilà, vous me prenez en défaut. J'ai honte. On creusera. On creusera. Okay. Alors, en préparant un peu la soirée, donc moi je suis aussi tombé sur ce personnage qui s'appelle Fernand Jacopozzi, donc, qui est à l'origine apparemment de l'illumination de la Tour Eiffel. Il a un destin assez particulier parce que bon, il est mort assez rapidement dans les années 30. Mais comment ça s'est goupillé un peu cette histoire avec Citroën? Apparemment, il y a une sorte de coup de bluff, peut-être de cette
ce Jacopozzi pour proposer à André Citroën d'illuminer la tour Eiffel? Alors, Jacopozzi, juste pour un peu planter le décor, c'est un Florentin qui a émigré assez tôt à Paris et qui à l'origine faisait qui peignait sur les vitrines les promotions, vous savez, à la peinture. Et puis, au moment où la publicité lumineuse commence à faire son apparition, il se fait embaucher comme décorateur par Paz et Silva. Vous voyez, tout est lié, tout revient toujours à Paz et Silva. Et donc là, il se forme, il se fait remarquer pour son talent artistique parce que d'emblée, il a vraiment le sens. Et par ailleurs, il peint, enfin, il n'a pas fait des œuvres connues, mais c'est quelqu'un qui est vraiment lié au domaine de l'art, qui sait très très bien dessiner, etc. Il décide même de monter une affaire concurrente, très peu de temps après, ce qui ne plaît pas du tout aux établissements Paz et Silva. Et puis, finalement, il se spécialise dans des animations lumineuses dont on n'a pas du tout idée aujourd'hui, vraiment, mais qui sont très impressionnantes, d'autant plus, je le rappelle, qu'il n'y a pas d'informatique, pas d'électronique, etc. Et notamment, sa grande spécialité, ce sont les magasins de fin d'année, enfin les décorations de Noël à la fin d'année, où il fait d'immenses tableaux lumineux avec des choses très impressionnantes, des décors où on a des sensations 3D, on a même parfois du son qui est utilisé. Donc, ça marche très, très bien. On est dans les années 20. Et puis, dans les années 20, il y a l'exposition internationale qui a lieu en 1925 et dont l'ambiance lumineuse est assez terne. Assez terne, du coup, ceux qui gèrent l'exposition se disent on pourrait peut-être utiliser la Tour Eiffel comme un point lumineux. Et donc, ils vont voir le spécialiste des illuminations de l'époque, qui est Fernand Jacopozzi. Et lui, il est super emballé, il fait un super projet, sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte trop cher, et donc il faut abandonner cette idée. Et lui, il se dit, non, c'est pas possible. C'est trop bien, c'est trop le super truc, la Tour Eiffel, il faut absolument, voilà. Et donc, il cherche quelqu'un qui pourrait payer la publicité. Il n'y a pas 50 000 annonceurs en fait en France. Un des plus gros, c'est Citroën. Citroën qui fait des expéditions, des courses de voitures en Afrique, en Asie, etc., qui loue des pleines pages de publicité dans les journaux, qui avait même loué un avion pour aller dans le ciel de Paris avec la fumée, écrire Citroën. Enfin, c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup dans la démesure. Et les négociations, je crois, ont un peu de mal à fonctionner. Et alors, ça reste l'anecdote, je n'ai pas la source exacte, mais de ce que j'ai compris, c'est peut-être à ça que vous faisiez référence, on a Ford aux États-Unis qui entend parler du projet, qui ne comprend pas très bien de quoi il s'agit et qui contacte Jacopozzi ou les propriétaires de la Tour Eiffel parce qu'ils pensent que la Tour Eiffel est à vendre. En fait, il y a eu un problème de communication clairement au niveau des espions qui n'ont pas compris que c'était l'emplacement qui était à vendre, mais pas la Tour Eiffel qui était à vendre. Et quand Citroën se rend compte que Ford est prêt à acheter la Tour Eiffel et à lui prendre sa publicité, il se dit allons-y, voilà, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'effectivement, il finance. C'est un projet qui coûte extrêmement cher et donc il reste en place pendant jusqu'à la mort de Fernand Pozzi qui meurt de maladie en 1934. Donc c'est assez marrant. Merci encore. Alors, vous parliez, vous avez fini aussi par ces photos donc de ce photographe Léon Gimpel ou Gimpel. Moi aussi, j'ai vu ces photographies et c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui ont assisté à la conférence à peut-être taper sur l'ordinateur son nom, parce que c'est vrai qu'on voit ces néons, cette prédominance finalement du rouge, ce qui est normal a priori, puisque c'est la couleur du néon d'origine. Et c'est vrai que ça donne vraiment une ambiance assez particulière. Je crois que j'ai un lien, donc je vais le partager avec les autres personnes. Voilà, donc il y a vraiment, vraiment de très belles photos dans cette collection et c'est assez impressionnant de voir ce qui se faisait à l'époque. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le question-réponse. Je crois que oui, il y en a dans un autre. Alors, je vais regarder. Donc déjà, il y a des personnes qui vous remercient après cette conférence pour votre dynamisme et votre clarté. Donc ça, c'est confirmé. Voilà. C'est dur de savoir, parce que globalement, je parle toute seule là devant mon écran. C'est toujours très, très compliqué, ça c'est sûr. C'est un exercice assez particulier, mais bon, vous l'avez fait parfaitement.
Oui, mais je crois que vous y avez répondu. Moi, je me demandais aussi s'il y avait ces dernières années des grands projets finalement de publicité lumineuse à Paris. Bon, ça, a priori, on n'est pas trop dans cet aspect-là. Donc, Non, il y a eu jusque dans les années 80 des grands projets. J'en pense à un en particulier sur l'hôtel Concorde Lafayette. En gros, c'était un projet qui devait faire toute la surface du bâtiment. Donc, pareil, une des plus grosses publicités pour l'époque, à l'échelle mondiale, j'entends. Et puis, tout est installé, les dispositifs, tout a été fait. Hein, vraiment, il n'y a plus qu'à l'inaugurer. Et puis, le premier annonceur, ça devait être pour Marlboro, et donc une marque de cigarettes. Et donc, c'est mal vu dans un contexte où on essaie de lutter contre la cigarette à cause du cancer. Du coup, modification, finalement, c'est pour les briquets Marlboro. C'est plus tellement les cigarettes. Et puis, nouvelle pression. Finalement, la publicité est annulée. Puis après, ça coûte tellement cher, il y a tellement de contraintes que le dispositif est en place, qu'il utilise par la mairie de Paris, mais juste pour faire quelques petites décorations. C'est à l'époque de Noël, hein, donc on fait un sapin géant. Et puis en fait, c'est abandonné. Donc il y a eu des projets monstrueux qui se mettent en place. Et puis en fait, Paris, non, ça marche pas très bien. Il y a aussi eu à un moment une marque automobile, je sais plus laquelle, mais qu'importe, qui s'est dit je vais recommencer sous la Tour Eiffel. Après tout, ça a déjà été fait. Et pareil, en fait, non. Enfin, aujourd'hui, la Tour Eiffel, elle est intouchable. On peut pour les JO éventuellement, mais à part pour les JO, non, une marque d'automobile ou une marque d'entreprise, non, aujourd'hui, c'est plus du tout envisageable. Donc non, c'est pas du tout dans l'air du temps. Clairement, non. alors peut-être une dernière question avant de vous libérer et puis de libérer aussi les auditeurs. Vous avez dit que c'était pas facile de trouver des sources pour ce type de sujet sur la publicité. Ça, on peut bien le comprendre. Dès que ça touche, j'imagine, des entreprises privées, etc., c'est pas forcément évident d'avoir accès à des fonds. Donc une personne demande comment est née aussi l'idée de ce sujet de thèse, puisque c'était votre sujet de thèse, je crois, au départ. Comment vous avez eu l'envie ou l'idée de traiter cet aspect-là? Mais je ne l'ai pas eu. Voilà, c'est ma réponse. Non, en fait, je voulais travailler sur la publicité, mais pas lumineuse. Hein. Je savais que ça existait, j'avais déjà vu les dispositifs, mais je ne savais même pas le nom que ça avait, je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est mon directeur de thèse, alors à l'époque c'était en maîtrise que j'ai commencé à aborder le sujet, qui lui s'intéressait pas du tout à ce que je voulais, qui me l'a vendu. Et en même temps, il a été très très malin. Il m'a dit que si je me débrouillais bien, je pourrais avoir une bourse d'EDF. Et donc, l'appât du gain fait que je me suis intéressée à ça. Et puis après, je m'y suis intéressée. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un sujet qui est un peu étroit. On se dit, bon, pourquoi, enfin, quel intérêt? Et puis quand on se rend compte de toutes les thématiques qu'on peut croiser, bon, en fait, on peut parler de ce qu'on veut. Et c'est ça que j'ai apprécié et c'est ça que j'aimerais, que j'ai voulu continuer et poursuivre. Donc après, en élargissant mon champ géographique, parce qu'à l'origine, je travaillais que sur Paris, hein. Donc en élargissant à d'autres villes. Et puis après, je crois beaucoup aussi au hasard. Donc ma thèse au début devait être sur Paris et Londres seulement. Et puis une des entreprises que j'ai harcelées, hein, parce que vraiment j'avais besoin des archives, a fini non seulement par me les ouvrir, mais en plus par me payer un voyage à New York. Et alors là, j'ai dit OK. Et je pensais juste y aller comme ça par hasard. Et puis finalement, j'ai découvert plein de choses là-bas. Et du coup, j'ai intégré à ma thèse au dernier moment, sur 2-3 ans, mais en tout cas, j'ai passé la moitié de ma thèse sur 2 villes avant de me réorienter sur 3 villes. Donc voilà, donc j'y ai pas pensé moi-même en fait. Hein. C'est un peu la chance, le hasard, les circonstances qui font que j'ai abouti à ce que je vous ai présenté là. Voilà, j'ai pas beaucoup de talent de ce point de vue-là, aucune imagination. J'ai fait que subir et suivre le courant. Voilà.